هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, nous sommes toujours en train de relater l'histoire du peuple ouïghour parce qu'il faut comprendre un petit peu la succession des événements pour comprendre ce qui arrive aujourd'hui. Donc nous avons bien montré que ce peuple-là, c'est un peuple autochtone, il a toujours occupé ce territoire-là, il est originaire de ce territoire-là, il a embrassé l'islam depuis l'aube de l'islam, depuis l'aube de l'histoire islamique, et il a toujours fait l'objet de convoitises des Chinois ainsi que des Soviétiques à l'époque. Nous sommes arrivés au XXe siècle lorsque ce peuple a pu réussir à arracher son indépendance en 1933. Donc ils avaient ainsi déclaré la création d'un peuple ouïghour, la création d'un nouveau pays qu'ils ont appelé Turkistan al-Sharqiya, Turkistan de l'Est. Mais peu de temps après, bien entendu, il y a eu une coalition entre les Chinois et les Soviétiques afin de saper cette indépendance. Et c'est ainsi donc qu'ils ont perdu leur indépendance tout de suite après. Mais ils ont réussi à l'avoir en 1944, une deuxième fois. Et donc ils ont créé pour une deuxième fois la République du Turkistan de l'Est. Mais cette fois-ci, la Chine, il y avait une grande révolution en Chine qui a été menée par une famille qui était majoritaire dans ce territoire-là. Et c'est comme ça que le grand Mao a déclaré la création de la nouvelle République populaire chinoise, communiste comme on le sait. Et comme ça, il a mis la main encore une fois sur le Turkestan. Même s'il lui a donné une indépendance politique, mais cette indépendance était seulement, bien entendu, de la poudre aux yeux, mais dans les faits, l'État chinois n'a cessé de peser avec son poids afin de tuer, afin d'étouffer l'identité musulmane dans ce territoire. Alors, les Chinois, depuis qu'ils ont le pouvoir sur ce territoire-là, ils ont mené une politique pour réaliser deux objectifs. Le premier objectif, c'est de rendre les musulmans minoritaires sur leur propre territoire. C'est ainsi qu'ils ont commencé à encourager l'immigration des Chinois d'origine vers ce territoire-là. Donc il y avait une politique d'encouragement d'un vrai exode vers ce pays-là afin d'affaiblir la population musulmane. C'est ainsi qu'ils ont ramené l'ethnie des Hans. C'est une ethnie chinoise qui n'est pas musulmane bien entendu, et ils ont commencé à les faire installer sur le territoire du Turkestan de l'Est. Et c'est comme ça qu'en 50 ans, entre 1949 et 2000, le taux des Hans dans ce territoire-là est passé de 200 000 habitants à 7,5 millions d'habitants. 7,5 millions d'habitants. Alors qu'il ne représentait au départ que 6%, cette ethnie-là ne représentait que 6%, elle est passée à 40% des habitants du Turkestan. Et les musulmans qui représentaient une majorité écrasante dans cette région-là, et qui étaient des Ouïghours, avec eux il y avait aussi des Mongols qui étaient musulmans aussi, leur taux a diminué de plus de 90% à seulement 45%. Donc il représente, le nombre de musulmans dans ce territoire-là n'est aujourd'hui que de 11 millions de musulmans. Donc regardez cette politique, ça c'est le premier objectif, et donc ils ont réussi énormément à ce niveau-là, puisque les musulmans sont devenus minoritaires dans leur propre territoire et sur leur propre terre. Et là je parle de certains recensements officiels du gouvernement chinois.
ça veut dire qu'on ne compte pas les militaires qui sont installés sur ce territoire-là. Si on compte les militaires et si on compte les autres ethnies non musulmanes qu'on a fait venir sur ce territoire-là, donc là, bien entendu, les chiffres vont être encore plus parlants et plus catastrophiques que ce qu'on pense. Chers frères et sœurs, nous savons très bien que le régime communiste en Chine, c'est un régime qui, bien entendu, n'expose pas son despotisme et ce qu'il applique sur la population ou les différentes populations d'une manière très facile. Et bien entendu, il ne laisse pas les Occidentaux accéder à l'information pour voir l'état dans lequel vivent les différentes populations de Chine. Mais dernièrement, dans les mois qui ont précédé, plusieurs associations ont pu mettre la main sur des documents secrets, confidentiels, de l'État communiste chinois, dans lesquels ils ont justement trouvé les preuves formelles de la politique que mène l'État chinois à l'endroit du peuple ouïghour. Alors ce que font les communistes sur ce peuple-là, c'est que d'abord ils essayent, comme j'ai dit tout à l'heure, d'estomper toute manifestation de l'islamité du peuple ouïghour. Ainsi, ils ont stoppé la création ou l'édification des mosquées. Il est devenu interdit de construire des mosquées. Combien de mosquées ont été fermées? Ils ne laissent même pas les gens les rénover, afin donc de limiter l'accès à la prière. Deuxième chose, ils ont interdit aux hommes de laisser pousser leur barbe. C'est devenu un délit dans ce territoire-là. Il en est de même pour le port du foulard pour les femmes. Au départ, ils ont commencé par interdire aux femmes qui portent le foulard d'accéder aux différentes administrations. Et au fur et à mesure, toute femme qui porte le foulard a commencé à subir des harcèlements et à subir une politique bien déterminée afin de les dissuader d'appliquer les concepts de leur religion. En plus de cela, ils ont lancé un appel pour que tous les Ouïghours qui possèdent un Coran ou bien un tapis de prière, de les rendre à l'État. Et à chaque fois qu'on trouve chez quelqu'un un Coran ou bien un tapis de prière, donc on lui applique certaines punitions civiles. En plus de cela, l'État a mis énormément de caméras dans les routes et dans les quartiers où vivent les musulmans et même dans les demeures et les maisons de certaines familles. Et lorsqu'ils voient par exemple que quelqu'un s'est abstenu de fumer ou bien de boire l'alcool, on le considère directement comme un radical et on le considère comme un intégriste, et ceci bien entendu leur donne le droit de le mettre dans des camps de concentration qu'on a découvert d'ailleurs il y a quelques mois. Et bien entendu ils ont profité des événements du 11 septembre en 2001 pour dire qu'ils sont en train de combattre, comme bien entendu certains pays occidentaux, l'extrémisme, le radicalisme, et c'est devenu bien entendu un prétexte qui est utilisé par les uns et les autres afin de limiter la pratique religieuse musulmane dans différents pays et dans différentes populations. Donc l'État chinois a mis en place des grands camps militaires de concentration et dans lesquels ils mettent des hommes et des femmes et des enfants aussi. Et on parle aujourd'hui de plus d'1 million de personnes qui sont mises dans ces camps de concentration. Alors, il y a deux types de politiques qui sont suivies dans ces camps-là. Il y a certains qui vont y rester pendant plusieurs mois, sous prétexte qu'on est en train de leur faire des stages afin d'accéder à l'emploi et afin de s'intégrer dans le domaine du travail. Et donc ils restent pendant plusieurs mois. Il y a certains à qui on donne l'autorisation de rejoindre leur demeure le soir. Ça veut dire dans la journée, ils restent dans les camps et le soir, ils peuvent rentrer chez eux. Et d'après certains analystes, c'est que ceci a été fait afin de dissuader les musulmans d'avoir des enfants. Et c'est tout à fait normal. Lorsque tu te trouves dans une situation de contrainte de ce genre-là, il t'est difficile de procurer, il était difficile d'avoir une progéniture, d'avoir des enfants, parce que tu sais que tes enfants vont subir le pire. Et donc c'est une manière de réduire encore une fois le nombre de musulmans sur ce territoire. Et ils ne se sont pas arrêtés à cela. Même les enfants en dessous de 6 ans, avant même d'accéder à l'école, ils les ont arrachés de leur famille
et ils ont établi des camps de concentration de petits enfants moins de 6 ans, et on compte pas moins d'un demi-million d'enfants qui sont dans ces camps-là. Afin de les endoctriner, on leur apprend des chants communistes, on leur apprend la soumission totale au communisme, au parti politique unique de Chine, et on essaie bien entendu de les écarter de leur dogme islamique, de leur doctrine religieuse. Et bien entendu, ce qui se passe, se passe dans le grand secret, jusqu'à ce que certaines associations ont découvert cela, et ils ont découvert ces documents officiels et confidentiels, et ils les ont exposés un petit peu partout, et c'est comme ça que les médias et certaines associations humanitaires et qui s'occupent du droit de l'homme ont commencé justement à mettre les gens au courant de ce qui est en train de s'opérer contre ce peuple musulman. Le mois de juillet dernier, chers frères et sœurs, juillet 2019, il y a 22 pays qui ont écrit une lettre ouverte au gouvernement chinois afin de réprouver un petit peu la politique chinoise concernant le peuple des Ouïghours et afin de réprouver l'installation des camps de concentration que j'ai cités tout à l'heure. Alors, malheureusement, parmi ces pays-là, ces 22 pays, il n'y a bien entendu aucun pays musulman. Tous ces pays-là sont des pays occidentaux, des pays qui n'ont rien à voir avec l'islam. Donc il y a l'Australie, il y a le Royaume-Uni, il y a le Canada, il y a la France, il y a l'Allemagne et il y a le Japon. Dans le même mois, il y a 37 pays qui ont adressé un courrier au président du Conseil des droits de l'homme aux Nations Unies afin de lui annoncer qu'ils soutiennent la politique du gouvernement chinois contre les Ouïghours. 37 pays qui ont signé ce courrier-là. Et parmi lesquels, bien entendu, les premiers, ce sont les pays communistes. Ça, il n'y a pas de surprise là-dessus. Comme la Russie, la Bélarussie, la Corée du Nord, le Venezuela, le Cuba, la Bélarussie, je l'ai cité, le Myanmar, les Philippines. Et parmi ces pays-là qui ont signé ce courrier, il y a 7 pays musulmans. 7 pays musulmans. Si on enlève le Pakistan, qui n'est pas arabe, les 6 autres pays sont des pays arabes, malheureusement. Il n'y a qu'un seul pays qui, plus tard, c'est le Qatar, a retiré ce soutien-là quelques semaines après. Mais les 5 autres pays arabes continuent de soutenir publiquement. Et ils n'arrêtent pas, ça n'a pas été focus au niveau de cette lettre-là, de ce courrier-là, mais ils continuent de l'annoncer haut et fort à qui veut l'entendre que ce que fait le gouvernement chinois contre les Ouïghours, c'est une guerre contre le radicalisme, c'est une guerre contre l'extrémisme, et c'est tout à fait légitime, alors qu'on sait bien qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait plus d'1 million de personnes qui se sont radicalisées dans un pays. C'est pas possible. La radicalité, comme on le sait, partout, ne touche qu'une minorité marginale d'un peuple et d'une population. C'est pas possible qu'il y ait un chiffre aussi important, 1 million, plus d'1 million de personnes. Et dans cette affaire-là, les enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'ils soient mis dans des camps de concentration? Les femmes, qu'est-ce qu'elles ont fait pour qu'ils soient dans des camps de concentration? À supposer qu'il y ait des radicaux comme ça se trouve partout, ça ne justifie pas, quelques-uns, ça ne justifie pas cette politique de masse qui veut justement étouffer et estomper l'appartenance à la religion musulmane dans ce territoire-là. Et bien entendu, ce qu'avancent ces pays-là, on imagine bien pourquoi ils ne parlent pas, c'est parce qu'il y a des intérêts géostratégiques entre eux et la Chine. Et ces intérêts ne sont pas toujours qu'à l'avantage des pays musulmans, sont plutôt à l'avantage de Chine, puisqu'on sait que la Chine, dans ses besoins de carburant, elle importe 90%. 90% de ses besoins des carburants sont importés. Et ils sont exclusivement importés de pays musulmans, malheureusement. De pays musulmans. Autrement dit, celui qui a plus le poids et celui qui peut exercer normalement sa pression, c'est plus les musulmans sur le gouvernement chinois et non pas l'inverse. Mais malheureusement, on n'utilise pas, bien entendu, ce pouvoir qui est infaillible et on continue justement de sombrer dans un silence complice, malheureusement. Donc il n'y a que les peuples musulmans maintenant, en tant qu'individus, qui continuent de soutenir ce peuple-là, d'invoquer Allah Azza wa Jal pour eux. C'est tout ce que nous possédons. Même l'aide financière, on ne peut pas la faire parce que l'argent ne peut pas parvenir
à nos frères et il ne servira absolument à rien. Tout ce que nous possédons aujourd'hui, c'est de nous intéresser à leur histoire et d'invoquer Allah Azza wa Jal pour eux. D'invoquer Allah Azza wa Jal pour eux. Mais nous savons très bien qu'il est complètement honteux d'invoquer Dieu pour les autres, alors qu'ils sont en train de se cramponner à leur religion, alors que nous nous éloignons de notre religion, alors même que nous bénéficions d'un climat serein, d'un climat plutôt favorable, et 1000 fois plus favorable que le climat dans lequel vivent ces frères-là. Quelle est notre excuse de nous éloigner de l'islam? Quelle est notre excuse de nous éloigner de la pratique religieuse? Quelle est notre excuse de nous soumettre aux exigences et aux préceptes de notre religion, alors qu'on n'a pas des contraintes de ce genre-là? Avec quelques petites contraintes, on a l'impression que ça y est, c'est la fin du monde et qu'on est persécuté, ainsi de suite. Regardez ce que vivent nos frères dans ce pays-là. Donc voici ce que nous possédons. Ce qu'il faut justement d'abord, c'est assainir notre relation avec Allah Azza wa Jal, pour espérer que notre invocation soit exaucée par Dieu. Assainir notre relation avec Allah Azza wa Jal. Et ceux qui commettent le tort, ou bien ceux qui commettent le tort dans le monde, ce ne sont pas forcément les mauvais, mais ce sont les complices silencieux, ceux qui observent le silence. Lorsque je dis qu'il ne faut pas observer le silence, ça ne veut pas dire qu'on va faire au moins soutenir, déjà invoquer Allah Azza wa Jal pour eux, s'intéresser à eux, soutenir les associations et les organisations non gouvernementales qui s'intéressent aux droits de l'être humain et qui s'intéressent justement aux droits de ces populations-là, afin que leur écho ait un impact sur certains gouvernements, notamment les pays d'Occident, qui peuvent à la limite exercer une certaine pression, bien qu'ils savent très bien ce qui se passe, et toutes les réserves qu'ils émettent ou bien les communiqués qu'ils rédigent et qu'ils publient, bien entendu ne sont pas à la hauteur du drame qui touche la population ouïghour dans ce territoire-là.